Bonjour ou bonsoir à tous mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de Parlons-en. Moi c'est Miro, votre animateur de l'émission, et ici on parle principalement musique, cinéma, jeux vidéo, mais aussi de divers domaines de l'art de manière générale. Aujourd'hui dans cet épisode, pas mal de nouveautés intéressantes, mais aussi des nouvelles moins heureuses, nous verrons cela dans cet épisode. Avant d'aborder le sommaire, n'oubliez pas que l'émission a son propre compte Instagram qui vise à l'avenir de vous proposer des sondages, des interactions, mais aussi de vous donner quelques nouvelles au sujet de l'émission et de ce qui se prépare. L'émission a aussi son propre serveur Discord qui vous offrira la possibilité d'interagir avec les invités ou moi-même dans le cadre de débats ou simplement pour commenter certaines actualités mentionnées lorsque l'émission sera diffusée en direct sur Twitch. Le lien du compte Instagram ainsi que du serveur Discord sont accessibles dans la description du podcast. Et tout de suite, faisons un point sur l'actualité de la semaine. Au programme dans ce troisième épisode, on va parler ensemble d'une chanteuse québécoise que j'ai découvert récemment et que j'aimerais vous partager. On parlera ensuite de Gojira qui nous régale avec leur nouveau titre Mea Culpa. On finira cette rubrique musicale avec Sid Wilson qui a vécu un petit événement, on peut dire qu'il a eu chaud. On entamera ensuite la rubrique cinéma avec une annonce récente de la part de Netflix qui devrait plaire aux fans de la série Arcane ou pas tant que ça, suivi du film Sonic 3 et la bande-annonce. Nous finirons ce chapitre avec un petit truc en plus qui nous est signé par Artus et sa place dans le podium des plus grands succès français. La rubrique jeux vidéo parlera dans les grandes lignes de Dying Light, The Beast, de Valve qui nous pond un nouveau titre avec Deadlock, des rumeurs circulant à propos d'un troisième numéro de Half-Life et pour finir de Black Myth, Wukong. On terminera ce numéro avec une petite actualité propre à ma chère ville, Perpignan, c'est le festival Visa pour l'image qui fait son grand retour comme chaque année et qui accueillera encore une fois moult touristes venus du monde entier pour parler de photojournalisme. Et sans plus tarder, parlons musique. Il y a de cela un peu plus d'une semaine maintenant, j'ai fait la découverte d'une chanteuse québécoise qui se prénomme Monsieur Laura. En faisant mes recherches, j'ai pu découvrir que cette dernière possède un site internet et qu'elle y réfère toute sa carrière ainsi que son histoire depuis sa jeune enfance. Je me suis donc fait une joie de décortiquer ce dernier afin de pouvoir vous la proposer correctement tout en étant certain de la source. Monsieur Laura se présente comme une folle de littérature, auteure, compositrice et interprète depuis ses 13 ans. De par ses titres pop, blues et de cabaret, elle ne monte jamais sur scène sans un piano, et cela impose un style tout particulier à la chanson, à l'émotion et au caractère de ses mots. On retrouve chez elle la définition exacte du chant, une voix authentique, non trafiquée et avec un léger accompagnement en live qui transmet des messages plus ou moins engagés. Sur Spotify, on ne retrouve pour le moment qu'un seul titre, Dingue de toi, sorti le 25 mai 2024, le clip ayant atteint 1300 vues sur YouTube. Te la râperais contre un mur, te mettrais la tête sur un piquet, t'enlèverais ton émer merdique. Ah merde, je suis folle en fait. Et... D'ailleurs, dans le clip, elle joue du piano sur un accordéon, c'est rigolo. Je présume qu'à l'avenir, elle publiera d'autres titres sur les plateformes et pour le moment, elle ne sortira que des lives de ses concerts sur la chaîne YouTube. En tout cas, sa première vidéo est très récente, donc on peut considérer que c'est le début de son aventure. Personnellement, je l'ai découverte avec un réel où elle essaye des micros de scène et en réalité, toute sa communauté se monte à partir d'Instagram, là où elle partage plein de vidéos autour de son quotidien, d'extraits de scènes et d'anecdotes sur certains titres. Pour reprendre certains extraits de sa biographie, Monsieur Laura commence à chanter à l'âge de 8 ans et persévère tout en déniant les personnes allant contre son sens, lui disant qu'elle ne réussira jamais dans la musique. Du haut de ses 13 ans, le 1er janvier 2017, elle écrit Fuck Off, putain 13 ans ouais c'est déjà violent, qu'elle publie sur Facebook sous forme de vidéoclip. En quelques mois, la vidéo atteint 10 000 vues et 8 ans plus tard, 17 500 vues. Pour écrire ses textes, elle se base sur les défis et les défaites de sa vie. De ses crises d'anxiété à ses états d'euphorie, de ses déceptions à ses réjouissances, de ses peines et de ses joies, elle transporte ses auditeurs dans son univers mais surtout dans sa tête. À 15 ans, elle porte déjà 50 compositions musicales et participe à plusieurs concours. Elle obtiendra en 2019 le prix Coup de cœur du public avec 2 de ses compos personnels accompagnés de Danny Bédard qu'elle avait rencontré un an plus tôt. Je vous disais plutôt qu'elle n'avait qu'un seul titre sur Spotify. En effet, elle avait commencé à préparer un album avec ce Danny Bédard qu'elle ne publiera jamais. Elle compose une équipe après avoir croisé Martin Malo qui lui offrira ses talents de gérance. L'équipe sera composée de elle,
logique, de Martin, de Danny Bédard et enfin de sa mère qui la suivra dans la gestion de communication. En tout, on parle de plus de 200 chansons écrites à l'âge de 22 ans et promet les bouchées doubles pour son public courant 2025. Pour conclure, elle sortira donc le 25 mai 2024 son premier single Dingue de toi avec un clip très bien réalisé. Oh que oui, ça m'enrage. Quand tu dis non, j'ai pas fait ça, mais qu'en fait tu l'as fait, oh narcissisme. Qu'a-t-il fait de toi? Je te pendrai par les pieds. Ce titre fera d'ailleurs le tour des radios québécoises, il y a de quoi en être fier, je vous le dis. En tout cas, si vous aimez son style, je vous invite à la suivre sur son profil Instagram ainsi que YouTube avec son pseudo Monsieur Laura. J'ouvre une petite parenthèse pour les métalleux comme moi, ceux qui ont vu ou revu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, ou du moins quelques extraits, vous n'êtes pas sans savoir que Philippe Catherine s'est présenté dans un plateau de fruits. Non, je déconne. Je vais bien évidemment parler de Gojira qui a impressionné le monde entier en performance sur les murs de la conciergerie afin de présenter un titre totalement inédit avec l'élégante Marina Viotti, surtout écoutée en Australie. Si je vous parle de cette performance inédite pour une cérémonie des Jeux Olympiques, c'est simplement car Gojira a sorti leur titre sur les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube sous le titre Mea Culpa à Saïra le 30 août. Je vous promets que ce jour-là, je l'avais déjà écouté au moins 5 fois dans la voiture ou au bureau. 6 fois maintenant, au moment d'écrire le texte. Le peuple réclamait ce titre en version studio car il a tout simplement conquis le cœur du monde entier et de la scène du heavy metal. Avec comme d'habitude notre Mario Duplantier à la batterie et son frère à la guitare et au chant, ce sont quasiment 3 minutes de bonheur et de miel dans les oreilles. D'ailleurs pour l'anecdote, après la cérémonie, Gojira c'est plus de 200% de streaming sur Spotify. Je vous laisse un peu imaginer le poids que ça représente dans l'industrie. Le titre, composé par Victor Lehmann, est notamment interprété par l'Orchestre de Paris et Barbara Dragan, violoniste, est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. On conclut ce chapitre musical avec une terrible nouvelle que le claviériste et DJ du groupe Slipknot, Sid Wilson, a partagé notamment sur Instagram. En effet, ce dernier raconte avoir été victime de ce qu'il appelle une explosion accidentelle et avoir subi de multiples brûlures, notamment au visage et au bras. Il a rapidement été pris en charge à l'hôpital où il a rassuré ses fans dans un live Instagram en indiquant qu'il était sur la voie de la guérison et qu'il allait bien. D'après le média metalzone.fr, Sid a révélé dans une série de vidéos sur Instagram qu'il s'occupait de restes de feu de joie. Le musicien s'est montré le visage boursouflé, la peau brûlée à différents endroits et les sourcils brûlés. Slipknot s'est d'ailleurs exprimé à son sujet étant donné que le groupe prévoyait un concert le week-end suivant. Le groupe ainsi que Sid lui-même ont rassuré leurs fans en confirmant la présence de ce dernier sur scène la semaine suivante avec un communiqué publié sur Instagram ainsi que sur X disant, je cite, « Notre frère Sid Wilson a eu un accident aujourd'hui et a subi des brûlures sur tout le corps. Il se remet avec sa famille et se joindra à nous sur scène à Rocklahoma le week-end suivant. » Une aventure éprouvante qui j'espère se soignera rapidement. Je ferme la petite parenthèse métal d'ailleurs, voilà. Sur ce, tout de suite, parlons cinéma. Et commençons tout de suite cette rubrique cinéma avec Netflix qui nous partage un visuel intéressant pour la nouvelle saison, annoncée comme la saison finale. Dommage pour les fans. La série se contentera de 2 saisons à proposer à son public et cette dernière sera diffusée pendant le mois de novembre, même si les dates de sortie ne sont pas exactement connues. Un article rédigé par Zidweight pour le média Against All Authority suggère une sortie début novembre après les Worlds, la compétition mondiale de League of Legends, comme le fut la première saison en 2021. En effet, les Worlds 2021 s'étaient conclus le 6 novembre et les 3 premiers épisodes étaient sortis le jour suivant, en l'occurrence le 7. En suivant cette logique, nous devrions obtenir les premiers épisodes le 3 novembre, sachant que la finale des Worlds 2024 aura lieu le 2 novembre. Je pensais pas que je te verrais pleurnicher un jour. Je me demande si Silco t'a déjà vu dans cet état. 2 fois. Quand il m'a trouvé. Et quand je l'ai tué.
Les fans devront pour le moment se contenter de 3 vidéos publiées sur la chaîne YouTube de League of Legends et Netflix et des visuels publiés sur les réseaux. Le studio Fortige Productions, quant à lui, conserve sa place à l'animation pour la saison 2, de quoi rendre fière la communauté cinématographique française. Ce qui a failli devenir un flop lunaire après un modèle 3D désastreux aura finalement son 3e épisode en décembre de cette année. La nouvelle est tombée sur la chaîne YouTube de Paramount Pictures, Sonic 3. Le film a été annoncé avec sa bande-annonce le 27 août dernier et nous découvrons l'apparition de Shadow, l'antagoniste de ce numéro. Il y a eu une brèche de sécurité importante. Nous avons besoin de l'aide immédiate de l'équipe Sonic. L'importance du projet Shadow dépasse largement tout ce que nous avons connu. Et une information tout aussi intéressante accompagne cette bande-annonce, ce n'est nul autre que Keanu Reeves dans le rôle de Shadow. Jim Carrey conserve lui son rôle de Dr Eggman, mais cette fois-ci allié avec Sonic afin de vaincre Shadow. Jeff Fowler conserve lui aussi sa place de réalisateur, ainsi que Patrick Cazé au scénario. Retrouvez la bande-annonce complète sur la chaîne YouTube de Paramount Pictures France, ainsi que le film dans vos salles préférées le 25 décembre. Il est beaucoup plus impressionnant que le hérisson que j'ai combattu avant. Knuckles, je suis juste à côté de toi. Vous êtes un trio très coloré. Écoute, on veut pas te combattre. En fait, Sonic, j'aimerais te combattre moi. C'est avec une grande fierté que Artus nous a partagé sa joie en annonçant le palier symbolique des 10 millions d'entrées au box-office cette semaine. Ainsi soit-il, le film entre dans le top 10 des plus grands succès du 7e art français en atteignant 10 300 000 entrées. Ce qui le place à la 9e position, derrière notamment La Grande Vadrouille avec Louis de Funès, Intouchable avec Omar Sy, ou encore Le Cornio tout juste devant lui avec 11,5 millions d'entrées. Artus confie que le dépassement de la barre symbolique des 10 millions est atteint le jour de son anniversaire, ce qui en fait pour lui le meilleur cadeau qu'il a pu recevoir. Artus voit grand et dit être prêt à dépasser les plus grands noms du cinéma français, avec en l'occurrence Le Cornio devant lui, ou le cultissime Bienvenue chez les Ch'tis avec Danny Boone. D'après le Figaro Culture, ce n'est pas sans savoir aussi que le film a déjà dépassé certains films à succès, tels que la réadaptation 3D du Roi Lion avec 10 millions d'entrées. Le film a su également s'offrir une place dans les 30 plus importantes fréquentations du box-office national sur l'année 2024, devant Dune 2 ainsi que Vice Versa 2. J'exprime mes félicitations à Artus ainsi qu'à toute l'équipe d'acteurs, de tournage et de post-production pour ce splendide film, toujours à voir au cinéma en ce moment. C'est la fin de la rubrique cinéma, parlons maintenant jeux vidéo. L'Opening Night Live faisait l'objet de diverses annonces attrayantes ces derniers temps, mais celle qui fait l'unanimité, c'est celle de Dying Light The Beast. En effet, Techland était présent ce soir-là et ce numéro fait suite aux 2 premiers volets de la saga. L'idée de départ pour Techland était de proposer un DLC du 2e numéro, Dying Light 2 Stay Human, mais suite à certains leaks, les plans sont tombés à l'eau et Techland a dû les retravailler. C'est ainsi qu'ils reviennent en force quasiment 3 ans après la sortie du 2e numéro avec un format standalone, c'est-à-dire une expérience autonome et cette dernière bien plus fidèle au nom donné. D'après le média jeuxvideo.com, qui a eu l'occasion de découvrir de plus près les images du jeu, déclare que le résultat est sans appel. Dying Light The Beast est sanglant, nerveux, propose beaucoup de nouveautés et un retour du parcours si propre à la licence. On parle de visuels bluffants, d'effets de lumière le démarquant de la concurrence et de détails permettant au jeu d'immerger pleinement le joueur dans son monde post-apocalyptique. Ce numéro signe le retour de Kyle Crane, personnage emblématique de Dying Light, premier du nom, 10 ans plus tard après avoir servi de sujet de test et après avoir subi diverses injections d'ADN de zombies. Les événements se passent précisément 13 ans après ceux du premier numéro, et il n'est pas nécessaire d'avoir joué aux 2 premiers pour jouer au 3e. Quant à la durée de vie, on parle quand même de plus de 18 heures de jeu, ce qui n'est pas dégueu, il faut l'admettre. Dans cet épisode, Kyle Crane se retrouve souillé par l'ADN de zombies qui lui offre la possibilité finalement de faire usage d'aptitudes qui permettent notamment d'entrer en rage et de décupler sa puissance, en tout cas de ce qu'on sait pour le moment. Pour conclure ce chapitre, Dying Light The Beast sera jouable seul ou en coopération jusqu'à 4 joueurs, et ça régale. La date de sortie n'est pas encore connue, mais personnellement j'opterai entre fin 2024 et début 2025, ou plus tard.
Valve fait pas mal parler de lui depuis quelques jours, et ça n'est pas en mal étant donné qu'un jeu secret a été découvert dans la boutique Steam et vient d'être officialisé. Ce nouveau jeu, dont la date de sortie n'est pas encore connue, s'offre un objectif immense de concurrencer League of Legends et Overwatch. Rien que ça quoi. D'après Gameblog.fr, l'avenir du jeu reste incertain étant donné que Valve a connu certains échecs tels qu'avec Artifact. Malgré cela, les joueurs sont curieux et Deadlock pourrait très bien devenir un incontournable du jeu multijoueur, comme il pourrait passer inaperçu. De ce que nous savons, le jeu se passe dans une arène et différentes classes et attaques spéciales pourront être proposées aux joueurs pour diversifier le choix du personnage. Le jeu se voit comme plus dynamique que League of Legends et très inspiré de Dota. On se retrouve alors avec un gameplay en troisième personne et ayant pour objectif d'éliminer les ennemis et certains éléments afin d'atteindre la base ennemie et de la détruire. On retrouve d'ailleurs une direction artistique bien propre au moteur graphique Source, notamment avec le design de certains personnages et de leur niveau de détail. Personnellement, j'ai hâte de pouvoir tester ce jeu, surtout s'il est accessible à tout le monde en free-to-play. Pour rester dans l'univers de Valve, la rumeur fait de plus en plus de bruit, celle d'un potentiel troisième épisode de la licence phare du studio, Half-Life. Alors que Half-Life Alyx a présenté des stats largement convaincantes l'année de sa sortie, c'est Tyler McVicker, un spécialiste de l'univers de Valve, qui nous révèle avoir découvert tout un faisceau d'indices menant à la potentielle révélation d'un troisième épisode de Half-Life. En effet, les plus fidèles de la licence savent d'ores et déjà que cette année nous fêtons les 20 ans de Half-Life 2, soit sorti exactement le 16 novembre 2004. Pour un cadeau d'anniversaire, je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'annonce d'un petit frère. En tout cas, Tyler McVicker promet d'ajouter certains éléments à son enquête, ce qui aidera peut-être les fans à patienter avant de dévoiler de nouvelles informations. En attendant, retrouvez tout son raisonnement sur sa chaîne YouTube. Honnêtement, connaissez-vous au moins un titre dans le monde du jeu vidéo qui soit chinois ? Parce que, personnellement, non. Enfin, je dis ça, jusqu'à ce que je cherche jeux vidéo chinois sur Google et que je tombe sur Genshin Impact, et plus communément MiHoYo, les studios auteurs de cette licence et celles annexes. Ignorant j'étais, j'ai toujours pensé que c'était japonais. Enfin bref, le sujet maintenant est un titre qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps, je veux bien évidemment parler de Black Myth Wukong. Avant de parler du succès que rencontre actuellement ce dernier, parlons un peu de où ce jeu tient son origine. Dans les grandes lignes, Sun Wukong est un personnage fictif qui tient son origine de l'ancienne littérature chinoise classique. En français, on l'appelle plus communément Roi des singes ou Roi singe. Il est le héros principal d'un roman appelé La pérennisation vers l'Ouest, écrit par Wu Chenggen. Dans ce roman, il est le disciple d'un moine qui le charge d'aller en Inde, vers l'Ouest donc, pour amener des écritures sacrées du Bouddha en Chine. Pour ce périple, il n'est pas seul et se joignent à lui un dragon, un homme à tête de cochon et un ogre qui auront pour mission d'être son garde-corps. En japonais, il est nommé notamment Son Goku, d'où tient peut-être le nom du personnage principal de Dragon Ball, Son Goku. Voilà grosso modo d'où Black Myth Wukong tient son origine et maintenant parlons de la hype autour de ce jeu vidéo. Premièrement, d'après le média France 24, ce jeu est le premier AAA chinois à succès. L'article le plus lu du People's Day, organe de presse officiel du PCC, donc le Parti communiste chinois, était consacré à Black Myth Wukong, alors qu'en face, on parlait quand même du boom des voitures électriques ou de l'agenda diplomatique de Xi Jinping. Et cela peut s'expliquer notamment grâce au graphisme impressionnant et aux détails passionnants que proposent les développeurs dans son ensemble, au rythme et aux 92 boss ayant chacun des stats, des attaques et des techniques différentes, ainsi que la map absolument magnifique que nous offre le gameplay. Le jour de sa sortie, le 20 août dernier, c'est plus de 2 millions de joueurs ayant lancé le jeu, et 3 jours plus tard, c'est 10 millions d'exemplaires vendus, ce qui offre à Black Myth Wukong le titre du premier AAA chinois à faire un carton mondial. Pour conclure ce chapitre, Black Myth Wukong, créé par le studio indépendant Game Science, est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et même sur GeForce Now. Finissons maintenant cet épisode de Parlons-en avec une actualité perpignanaise mais avec un public mondial, Visa pour l'image. Visa pour l'image, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival international du photojournalisme organisé dans toute la ville de Perpignan, ce dernier rencontrant à chaque édition un succès remarquable accueillant des visiteurs venant de partout dans le monde. Cette année, c'est la 36e édition, la première étant organisée en 1988. L'inauguration se tenait le samedi 31 août et la clôture se fera le 15 septembre.
Chaque année, ce sont des prix qui sont remis à des photographes professionnels du monde entier, selon certains critères par un jury qualifié et diversifié, étant composé de personnes venant des 4 coins du globe, tous étant rattachés à un magazine ou un média. Du côté des jurys français, il est notamment possible de retrouver Romain Lacroix du journal Paris Match, Nicolas Jiménez du journal Le Monde ou encore Isabelle de Lagaznerie du journal La Croix. Lors du festival, ce ne sont pas moins de 18 récompenses qui sont mises en jeu, offrant à chaque lauréat la somme de 8 000 €. Diverses expositions sont éparpillées partout dans la ville de Perpignan. Tous les détails sont à retrouver sur le site du festival Visa pour l'image ou sur le site de la ville de Perpignan. N'oubliez pas de suivre notre page Instagram pour ne rien manquer des annonces et nouveautés à venir et de joindre notre serveur Discord pour pouvoir interagir avec l'émission. Tous les liens sont dans la description du podcast. En attendant, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Parlons-en. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. À titre informatif, les 2 prochains week-ends risquent d'être légèrement perturbés car en effet, je prends 2 petits week-ends en dehors de chez moi, profitant avant tout de mon entourage hors de ma ville. Le prochain épisode risque alors d'être repoussé au 22 septembre. J'imagine bien évidemment que beaucoup de nouveautés vont passer. On se retrouvera de plus belle pour suivre l'actualité de la semaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée pour ceux qui reprennent les cours demain. Quant à moi, je vous dis à bientôt. C'était Miro.